Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Président Gilles Legendre. S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Un peu de silence. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, mes chers collègues, rendre la France plus forte en résolvant des problèmes que tous les gouvernements n'ont pas été capables de régler par temps calme. Tel est le nouveau chemin ambitieux que le Président de la République a proposé hier aux Français et dont votre déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre, vient de poser avec précision et détermination tous les jalons. Le temps calme, nos concitoyens le pressentent aussi bien que nous, ne sera pas au rendez-vous du mandat que vous a confié le chef de l'État pour réussir la reconstruction économique, écologique, sociale, culturelle et républicaine de notre pays et renforcer sa souveraineté. Il y a 4 mois, notre vie a basculé dans l'inconnu. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire contemporaine où une maladie et la peur d'en mourir sont devenus en quelques heures le sujet exclusif de préoccupation et de conversation de nos compatriotes. Pas de précédent non plus où la plupart d'entre eux aient immédiatement été contraints à une vie à l'arrêt par une crise économique de cette gravité. Le déconfinement et l'apparent retour à la vie d'insouciance créent une illusion dont nous devons prendre garde. La réouverture des restaurants et les départs en vacances ne referment pas la parenthèse d'anxiété ouverte par la Covid-19 et le confinement. Si le virus semble moins menaçant, ce qui reste d'ailleurs à confirmer, la dégradation de la situation économique et sociale, avec ses faillites et son chômage, hante tous les esprits. Au sein de chaque famille, dans chaque bureau, chaque atelier, chaque exploitation agricole, chaque commerce, sur tous les territoires, les Français redoutent que le pire ne soit encore devant nous. Ce contexte si particulier désigne le principal défi que nous devons relever, Monsieur le Premier ministre. Notre seul ennemi, c'est le temps, ces fameux 600 jours utiles mais trop brefs. Notre unique et solide allié, ce doit être la confiance. Dialectique exigeante, la reconstruction du pays n'attendra pas. La confiance, elle, se reconstruira dans la durée. La confiance que vous venez de solliciter auprès de la représentation nationale, notre majorité, à n'en pas douter, vous l'accordera. Mais cette confiance-là repose sur la conviction que vous-même et votre gouvernement ne ménagerez pas votre peine, ni n'économiserez votre savoir-faire pour donner aux Français le goût de bâtir ensemble leur futur. Ces derniers, c'est vrai, ont démontré leur résilience admirable au cours de ces trop longs mois. Personnel soignant héroïque de la première ligne, travailleurs au dévouement inlassable de la seconde ligne et même simples citoyens consentant aux indispensables restrictions de leur liberté individuelle. Tous ont offert de la France son plus beau visage. Qu'hommage ici leur soit rendu après que la République l'a fait elle-même hier à l'occasion de cette belle cérémonie du 14 juillet. Par ailleurs, le travail de reconstruction que nous allons engager avec vous
ne part pas de zéro. Sous l'impulsion de votre prédécesseur, Édouard Philippe, que je veux remercier au nom de notre groupe parlementaire pour son action au cours des 3 dernières années, sous l'impulsion aussi du ministre Bruno Le Maire, avec le soutien constant de notre majorité, les réponses à la crise économique ont été rapides, fortes, appropriées. En particulier, 3 projets de loi de finances rectificatives mobilisant des ressources exceptionnellement élevées ont jeté les premières fondations du futur édifice dont vous venez de nous dessiner les plans. Précisément, Monsieur le Premier ministre, les députés de La République En Marche se reconnaissent largement dans votre stratégie et dans les projets qui lui serviront de point d'appui. Nous y retrouvons une très grande part de nos propositions. Je pense notamment au travail qu'avait animé au sein de notre groupe notre collègue Bénédicte Peyrol, ou plus largement celui conduit au sein de notre mouvement par notre délégué général Stanislas Guerini. Je ne reviendrai pas dans le détail sur les différentes mesures nombreuses que vous nous avez présentées. Je préfère insister sur 3 paradoxes que nous allons devoir dépasser ensemble pour entraîner l'adhésion des Français. Ce sont les 3 défis de votre gouvernement. Concilier la simplicité et l'ambition, concilier l'efficacité et le dialogue, concilier la constance et l'urgence. Premier paradoxe, concilier simplicité et ambition. Le temps, je le redis, est notre principale contrainte. Il proscrit toute forme de complexité dans l'action. Des projets peu nombreux, mais facilement appropriables par nos concitoyens, parce qu'ils impacteront concrètement leur vie quotidienne, plutôt qu'une multitude de dispositifs dans lesquels eux, comme les administrations chargées de les mettre en œuvre, risquent de se disperser. À cet égard, ce que vous avez annoncé en faveur de l'emploi des jeunes, priorité que nous partageons pleinement, montre le chemin exemplaire à suivre. Pas un jeune sans emploi ni sans formation, en mobilisant toutes les ressources de l'apprentissage, de la formation, de l'insertion, du service civique. Nous souhaitons qu'il en soit de même, par exemple, pour l'élargissement que nous soutenons des mécanismes de participation et d'intéressement. Ces derniers ne fonctionneront que si leur recours ne se transforme pas en course d'obstacles. Mais la simplicité ne doit pas faire obstacle ni à la vision, ni à la reconstruction, à la réinvention. Le président de la République l'a dit hier, la France peut redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie, mais l'écologie du mieux, non pas l'écologie du moins. Monsieur le Premier ministre, nous savons bien que la transition écologique dépassera, et de loin, l'horizon du plan de reconstruction que vous nous avez présenté. Mais notre groupe aura à cœur que toutes les mesures nouvelles que nous déciderons s'inscrivent dans une stratégie d'accélération volontariste de cette transition et que celle-ci contribue aussi à trancher 2 questions cruciales aujourd'hui non résolues. Premièrement, la conciliation de la croissance, condition sine qua non de la création de richesses et de leur redistribution, avec la protection du climat et de la biodiversité. De ce point de vue, votre plan massif de rénovation des logements et des bâtiments illustrera que c'est possible.
Deuxièmement, l'efficacité de l'arme fiscale et de la conditionnalité des aides en matière environnementale. Ces points sont sensibles, y compris au sein de notre majorité, mais nous ne pourrons pas les ignorer plus longtemps. La vision, c'est aussi le renforcement de notre souveraineté. En apparence, sa nécessité ne fait plus débat à la lumière des premiers enseignements de la crise sanitaire et des défaillances qu'elle a mises en lumière dans notre industrie de la santé au sens large. Mais comme l'a démontré récemment le colloque organisé il y a quelques semaines à l'Assemblée par notre président Richard Ferrand, la souveraineté, en ce qu'elle bouleverse les chaînes de valeur, ne résonne pas de la même tonalité à l'oreille du salarié, du consommateur et du citoyen, la plupart du temps réunis dans la même personne. Là encore, cet arbitrage devra résulter de réflexions et de décisions hautement stratégiques s'inscrivant dans un temps long. Deuxième paradoxe, concilier efficacité et dialogue. La tâche qui nous attend est immense et nous connaissons tous ici les risques d'enlisement qui guettent l'action publique. La crise que nous traversons a démontré jusqu'à la caricature l'écart en termes d'efficacité entre le meilleur et le moins bon, tant sur le plan des mesures sanitaires qu'économiques, sociales ou éducatives. Affaire d'organisation, certes, de processus également, de territoire parfois, mais presque toujours de management des femmes et des hommes, quelles que soient leurs bonnes intentions, quelle que soit leur bonne volonté. Nous ne pouvons pas soumettre votre plan de reconstruction aux mêmes aléas d'exécution. Nous avons bien noté, Monsieur le Premier ministre, votre intention de ne pas engager une vaste réforme législative de l'architecture administrative et de l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays, lui préférant la revalorisation et la révolution des pratiques concrètes. Vous avez raison, nous n'en avons pas le temps. Mais du coup, pèse sur votre gouvernement une obligation d'écoute, de cohérence et de réactivité particulière pour que les décisions qu'il sera amené à prendre à Paris, à effet immédiat ou presque, descendent sans perte en ligne jusqu'aux populations à qui elles sont destinées, avec le concours des services déconcentrés de l'État, des collectivités décentralisées dans toute la métropole et en Outre-mer. Vous venez de prendre sur ce sujet des engagements qui nous rassurent et votre expérience combinée de serviteurs de l'État et d'élus locaux nous autorise à penser qu'ils seront tenus. Le dialogue social est-il un frein ou un accélérateur d'efficacité? La réponse est dans la question. Vous en avez fait votre viatique dès vos premiers propos publics. Cela tombe bien, c'est aussi le nôtre, à La République en marche. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Ce que nous avons appelé l'acte 2 du quinquennat a confirmé à ceux qui pouvaient encore en douter à quel point la religion du dialogue social met à l'épreuve la foi de ses pratiquants les plus fidèles. Les négociations que vous engagez en ce moment même avec les partenaires sociaux seront décisives. Nous n'avons pas, là non plus, le temps des cycles interminables sur le mode des Grenelles qui s'enchaînent les uns aux autres. Nous avons plutôt besoin d'un dialogue permanent, constructif, qui corresponde à l'obligation de réactivité inhérente à l'exercice même de la reconstruction. Utopique, en toute autre période, sans doute, mais compte tenu de l'effort, notamment financier, sans précédent, que l'État est prêt à consentir pour protéger
les Français les plus exposés à la crise, nous avons certainement une carte à jouer pour faire bouger les lignes. Le Ségur de la santé, que vous avez mené à bien en un temps record avec Olivier Véran et avec Nicole Notat, est de ce point de vue d'excellent augure. Nous avons noté votre souhait d'aborder le dossier des retraites dans le même état d'esprit. Vous savez l'attachement de notre groupe à la création du régime universel par points, incluant la fin des régimes spéciaux. Cette réforme, nous avons eu l'occasion de le démontrer ici même, répond à une exigence de justice que nous devons aux Français trop longtemps laissés pour compte par la quarantaine de régimes de retraite actuels. Nous sommes donc prêts à reprendre le cours de cette réforme après qu'elle sera passée entre les mains des partenaires sociaux à votre initiative. Troisième paradoxe, enfin, concilier constance et urgence. Nous en avons conscience, la crise sanitaire et économique bouleverse le cours du quinquennat. Elle a stoppé net la démonstration chiffrée que les transformations réalisées par notre majorité commençaient à porter leurs fruits. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était le cas avec la croissance la plus forte d'Europe, la baisse du chômage, la renaissance d'une industrie française, l'attractivité recouvrée de notre économie auprès des investisseurs internationaux, la maîtrise progressive de nos finances publiques. Non seulement ce bilan n'est pas à passer par pertes et profits, mais il va servir de socle à la reconstruction que nous entamons et il sera une garantie de son succès. Un exemple, le plan Jeunes qui sera déployé ici à la rentrée n'aurait aucune chance de réussir si nous n'avions pas réalisé la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et un autre exemple, pourrions-nous mobiliser les moyens financiers d'urgence à ce niveau exceptionnel sans dégrader la signature de la France et en empruntant à taux bas ou négatif si notre pays, depuis 3 ans, n'avait rejoint, grâce à ces réformes, le club des économies vertueuses. Il n'empêche, la violence du choc et la force et l'urgence de la résistance que nous devons lui opposer agissent comme une tentation de reléguer au second plan ce qui fait l'essence de notre politique depuis 3 ans. Monsieur le Premier ministre, il ne doit rien en être et nous comptons sur vous pour qu'il n'en soit rien. L'argent a beau être peu cher, nous devons nous assurer que chaque euro dépensé sera rigoureusement investi dans des politiques qui continuent de construire l'avenir de notre pays. Cette obligation s'impose évidemment aux facultés financières offertes par le plan de relance européenne, chance historique permise par l'accord passé par le président Macron et la chancelière Merkel, qui ne doit pas être considérée comme une manne magique. Vous avez fait le choix de ne pas augmenter les impôts pour les ménages et peut-être même de baisser certains d'entre eux pour les entreprises. Nous approuvons cette orientation qui renvoie aux vieilles lunes la controverse stérile entre politique de l'offre et soutien de la demande. Ce sont les deux qu'il nous faut aujourd'hui comme hier. Nous l'avons dit, la transition écologique doit s'accélérer, notamment à la faveur des propositions de la Convention citoyenne pour le climat que notre groupe a soutenues dès l'origine. Mais là aussi, nous ne partons pas de rien. Nous avons évoqué la question des retraites, mais il est une autre réforme à laquelle, vous le savez, notre groupe est profondément attaché, celle qui engagera la prise en charge de nos aînés. La loi autonomie grand âge figure à votre programme. Nous sommes prêts à l'écrire avec vous, sans délai, et à apporter à votre gouvernement le travail de qualité réalisé depuis 2 ans par nos collègues mobilisés sur le sujet. Au-delà de ces éléments très concrets, les principes que nous avons portés depuis 3 ans n'ont, eux non plus, rien perdu de leur force
et continueront de guider notre action de reconstruction. Par exemple, au moment où le pacte républicain est fragilisé par de nombreuses contestations, plus que jamais, nous devons prévoir l'émancipation des individus, conduire la lutte contre toutes les formes de communautarisme et combattre sans relâche toutes les formes de discrimination, au premier rang desquelles entre les femmes et les hommes. En un mot, la reconstruction ne frappe pas d'obsolescence les politiques que nous avons engagées depuis 3 ans. Au contraire, elles nous obligent à ce que leur exécution, même rendue plus difficile ou coûteuse par la crise, ne souffre aucun relâchement. Monsieur le Premier ministre, notre groupe La République En Marche votera la confiance que vous avez sollicitée. Il le fera sans hésitation parce que les circonstances invitent plus que jamais le pays à se rassembler derrière votre gouvernement. Il le fera aussi parce qu'il est prêt à faire confiance à votre personne et à la promesse que vous avez maintes fois réitérée de travailler en étroite collaboration avec votre majorité à la reconstruction de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.